Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique des abonnés, enfin, sur la revanche des Sith. Je vous l'avais promis depuis longtemps, vous aimez ce format et tant mieux, donc on continue. Vous avez posté depuis longtemps vos commentaires et c'est vrai que j'ai eu des tas de vidéos à faire avant, donc j'ai pas pu la faire. Mais maintenant, ça y est, la critique des abonnés sur, peut-être, allez, le meilleur épisode de cette prélogie, pour certains, voire de la saga carrément, Star Wars. Donc, comme d'habitude, j'ai retenu quelques critiques, j'ai pas pu retenir tout le monde parce que vous avez été beaucoup à poster, et aussi, comme d'habitude, je tronquerai certaines évidemment de vos commentaires pour éviter les redondances, et moi aussi je vous dirai de temps en temps par rapport à certains commentaires ce que je pense de ça, ça vous permettra de connaître mon avis sur le film. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de vos critiques, je vais juste rappeler un petit peu le contexte de cet épisode 3, l'attente générée. Donc c'était peut-être l'épisode le plus attendu, évidemment, parce que le premier et le 2 avaient plutôt reçu des accueils mitigés, avaient généré beaucoup de déceptions. Donc c'est vrai que cet épisode 3 était attendu au tournant. Et je me souviens de cette attente, moi c'était peut-être l'épisode que j'attendais le plus. C'était une attente totalement démesurée, je crois que j'ai jamais autant attendu un film que ce fameux épisode 3. Et il y avait, à l'époque, ce service en ligne qui balançait des trailers par rapport à Star Wars, qui s'appelait Hyperespace. Pour ceux qui se souviennent, vous me direz dans les commentaires. Et c'était même un service payant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Enfin, je crois que YouTube commençait à exister, si je me rappelle bien, c'était en 2005-2004. Et on n'avait pas encore toutes ces bandes annonces qui tombaient, ou alors très peu. Toute l'équipe de Lucas avait inventé un espèce de service payant qui s'appelait Hyperespace, sur lequel tu payais, alors, je sais plus, 5 € par mois ou je sais plus, et tu avais accès à des news et tout ça, dont les trailers, donc les fameux trailers épisode 3. Il y a eu le teaser qui était phénoménal, où on voyait Dark Vador, on utilisait évidemment Dark Vador et tout ça, et après il y a eu le gros trailer qui durait je crois 2 minutes et qui était extraordinaire, qui nous a tous foutus par terre. Donc autant vous dire que à cette époque-là, vu la qualité de ces trailers, le film était vraiment attendu au tournant. Et le fait est que, même si on ne pouvait pas éviter certaines déceptions, bien sûr, mais on peut constater quand même que c'est un film qui, globalement, n'a pas déçu. Moi, j'ai pas le souvenir d'un film où les gens disaient « Ah non, la fin est pourrie, machin, etc. » Non, non. Moi, j'ai vraiment le souvenir de, oui, on pouvait remettre en question certaines choses, et d'ailleurs, il y en a même dans les critiques que vous avez fait, il y a des critiques négatives quand même, mais globalement, ça n'a pas été un espèce de tollé, on s'est dit « Ah non, quelle déception, quel ratage, je ne sais quoi, machin. » Non, au contraire, c'était le film qui a été réellement apprécié. Il y en a même qui n'hésitaient pas à dire que c'était même mieux que l'Empire contre-attaque et tout ça. Enfin, je veux dire, c'était la folie. Moi-même, j'ai pas été déçu. Oui, il y a eu quelques petites déceptions par-ci par-là, et on en parlera dans cette fameuse critique des abonnés. Mais en tout cas, le film attendu était là. La revanche des Sith est vraiment le point culminant. C'est vraiment le film de fin, comme il devait être fait. Et c'est vrai qu'après, on pouvait enfin tourner la page de Star Wars. Et moi, je trouvais que c'était pas plus mal parce que ça y est, tout avait été raconté. Il y avait eu le 4, 5, 6 où le mec avait conclu son histoire, et il y avait le 1, 2, 3 pareil où il avait conclu son histoire en expliquant les conséquences, les causes politiques qui amenaient en fait au 4, 5, 6. Et c'était ça qui était intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Disney en a décidé autrement, mais ça, c'est une autre histoire. Alors on commence tout de suite par l'ami Sylvain Baritil qui nous dit « Du coup, la revanche des Sith est mon Star Wars préféré. La structure de la prélogie est vraiment particulière. Il a fallu un world building épisode 1 et Cara building épisode 2 assez important, sans quoi l'épisode n'aurait jamais pu exister, ce qui explique aussi les défauts des deux autres évidemment. Les dialogues, parfois c'est un défaut, mais aussi certaines phrases justes, cultes, comme « c'est avec des milliers d'applaudissements qu'on enterre la démocratie ». Alors je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire, donc là on commence évidemment par les critiques positives, ensuite il y aura les négatives. Donc ce commentaire, je suis totalement d'accord, notamment sur cette fameuse phrase que tu cites, « c'est avec des milliers d'applaudissements qu'on enterre la démocratie », c'est ça un peu le génie de George Lucas et le paradoxe aussi de George Lucas. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est vrai, que les dialogues de la prélogie soient extraordinaires. On est des fois un peu dans le cucu, dans le cliché. On n'est pas, je trouve, dans des dialogues super bien écrits. Mais il est capable de te sortir des phrases comme ça. C'est avec des milliers d'applaudissements qu'on enterre la démocratie. Et des phrases qu'on va non seulement retenir dans l'histoire du cinéma, mais qu'on va retenir dans nos sociétés. Il y a toujours des gens qui vont citer cette phrase-là. Ah, c'est avec des milliers d'applaudissements qu'on enterre la démocratie, quand ils ne sont pas d'accord avec un nouveau dirigeant qui arrive, etc., etc. Et ça, c'est la force de Lucas. C'est-à-dire qu'il est capable de te sortir des trucs incroyables, qui résument une situation sociétale, qui résument une situation politique, et voilà. Et ça, c'est dans Star Wars. À côté de dialogues, oui, c'est vrai qu'ils sont moins bons.
Il y a aussi ce que tu dis, c'est vrai, il a fallu un world building épisode 1 et un chara design épisode 2. C'est vrai que sans cet épisode, pour moi, c'est pas que la revanche des Sith ne tient pas debout, parce que tu peux le voir comme ça, effectivement, quand tu connais un peu l'histoire de Star Wars, mais il est quand même important de savourer un petit peu aussi la menace fantôme et l'attaque des clones, pour pleinement savourer justement cet épisode 3. Il y a une réelle construction qui est faite. Alors il y en a qui nous diront, oui mais moi je préférais que ça commence quand Anakin était ado, etc. Ok, on peut se faire sa sauce, on peut se faire sa tambouille comme on veut, mais en attendant, c'est vrai que cet épisode 3 est la dernière pierre à l'édifice, et c'était important quand même de voir toute cette construction en pyramide en fait, qui s'est opérée depuis l'épisode 1 et qui amène évidemment à ces événements tragiques de l'épisode 3. Et c'est vrai, quand on voit tout dans son ensemble, on peut voir que depuis la menace fantôme, tout était annoncé de façon tragique. Voilà, rien ne pouvait se terminer bien à partir de cet épisode. Alors on passe à Solid Snoke qui nous dit la revanche des Sith est l'épisode le plus riche de la saga, évidemment, riche en thématiques, riche visuellement. Lucas conclut sa saga avec une mise en scène aboutie, pleine de plans intéressants, à des années-lumière de ses plans fixes d'un nouvel espoir. Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a plus d'audace dans la mise en scène, hein, ça c'est très clair, notamment avec les plans réalisés par Spielberg et tout ça, mais je trouve qu'on reste quand même dans une matrice un peu à la 4-5-6, avec beaucoup de plans fixes, avec les balayages d'écran, chose que feront d'ailleurs le 7 et le 8, hein, je crois qu'ils ont quand même respecté ça, mais la mise en scène est complètement lâchée, il n'y a plus ces espèces de plans fixes qu'on retrouvait. Donc je trouve quand même que dans l'épisode 3, on retrouve cette ambiance. Épisode 4, 5, 6, hein, moi je trouve façon Lucas de faire les choses. Alors je continue, c'est une tragédie dont tout le monde connaissait l'issue d'avance, mais qui nous a quand même foutu une baffe, beaucoup d'émotions, une musique magistrale de Maître Williams, 2 heures qui passent très vite, trop vite même, et une forte émotion lorsque le générique tombe. C'était la conclusion parfaite à la saga, mais il y a eu Disney. Alors je passe sur, mais il y a eu Disney, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que moi je vais retenir une chose, c'est une tragédie dont tout le monde connaissait l'issue d'avance, mais qui nous a quand même foutu une baffe. Donc ça c'est la force d'un George Lucas, c'est peut-être un des seuls conteurs de l'histoire du cinéma, un des seuls réalisateurs, avec quand même Francis Ford Coppola, avec Le Parrain 1 et Le Parrain 2, où Le Parrain 2, tu sais qu'il va devenir Michael Corleone, mais tu ne sais pas comment. George Lucas a repris cette structure narrative pour bâtir son personnage d'Anakin, pour raconter ce qui se passe dans cette prélo. Et c'est quand même un des seuls à pouvoir faire ça, à te dire en gros, tu sais que Anakin va devenir Dark Vador, tu sais qu'il va y avoir même ce duel entre Obi-Wan et Anakin, mais tout ça tu ne sais pas comment va arriver. Et il te tient là-dessus. C'est force est de constater que pour une fois, ça n'a pas déçu. Voilà. Donc c'est vrai que je vais retenir ça, moi, de ce que tu dis. C'est peut-être là le plus important depuis le lancement de cette saga en 99, depuis la menace fantôme, c'est vous savez comment ça se termine, vous ne savez pas comment, je vais vous l'expliquer. Alors un commentaire que je ne commenterai pas, je vous laisse apprécier, c'est un commentaire de Mighty Ewok qui nous dit « La revanche des Sith, une tragédie grecque, une pièce de Shakespeare, coucou Othello, et un grand opéra évidemment, musique de John Williams, réunis. Pourquoi Othello ? L'inspiration est plus qu'évidente. Othello est l'histoire de la déchéance d'un grand guerrier, d'un grand héros, qui va basculer du côté obscur, entre guillemets, à cause de sa jalousie, qu'il veuille faire absolument ses preuves, le fait de se sentir indigne de l'amour de sa chère femme Desdémone. Il va donc écouter Iago et chuter. C'est ma pièce de Shakespeare préférée. Voilà, donc j'ai rien à dire dessus, tout est vrai. Moi je suis totalement d'accord pour dire que oui, La Revanche des Sith, c'est une tragédie shakespearienne. J'ai rien d'autre à ajouter de ce que tu as dit dans ton commentaire. Alors il y a quelque chose avec lequel tout le monde est unanime, que ce soit positif, dans les commentaires positifs ou négatifs, peu importe. C'est la musique de John Williams. Alors là, tout le monde, dans tous les commentaires, j'ai pas lu une seule fois, ouais tu sais la musique de John Williams elle est anecdotique. Non, c'est la musique de John Williams est fabuleuse et franchement oui, quand on voit la musique du combat au sabre entre Anakin et Obi-Wan, quand on voit toutes les musiques qu'il a apportées, toute la dimension justement shakespearienne, tragédie, qu'on a beaucoup moins dans les autres épisodes. Hein. Attention, hein, que ce soit même dans les 2 premiers épisodes 1, épisode 2, même dans les 4, 5, 6. Et puis surtout, rien à voir avec les BO anecdotiques, là pour le coup, par exemple dans l'épisode 8. Peut-être voire même dans l'épisode 7, tu vois, où là, la musique de John Williams, elle fait le taf, quoi, elle accompagne, bon, comme d'habitude, on va pas dire que John Williams fait des mauvaises BO, mais très franchement, on la retient pas, vraiment, bon. Là, l'épisode 3, on ne peut pas ne pas retenir cette BO de l'épisode 3. Elle est juste fabuleuse. Donc ça,
vous êtes unanime sur cette question, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la musique de Claude Williams, quelles que soient les critiques sur le film, c'est une tuerie. Et aussi, vous êtes unanime sur une chose, c'est les plans réalisés par Spielberg. Si je ne me trompe pas, toute l'ouverture du début, en tout cas quelques plans de la bataille dans l'espace au départ, et aussi lors du duel Palpatine-Yoda. Alors ensuite, on a Tisiphone qui nous parle de Ian McDiarmid, et je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, s'il y a une figure que tu peux retenir de cet épisode 3, c'est bien Ian McDiarmid qui joue mais comme un dieu. Magistral dans cet épisode, son travail psychologique de manipulation vis-à-vis d'Anakin vaut à lui seul le visionnage du film. Il joue avec les peurs et les espoirs d'Anakin comme un virtuose. Pour Anakin, le mélange de tristesse, de colère fait vraiment peine à voir. En fait, il se déteste, mais croit que ses meurtres sont le passage obligé pour sauver Padmé. C'est tragique à voir. Un grand film tant pour les scènes d'action que pour les drames psychologiques. Une fois de plus, je suis d'accord avec toi, la force de ce film, c'est d'allier les deux. Et c'est peut-être la première fois dans Star Wars, justement, qu'on voit allier deux thématiques comme ça aussi fortes dans un même film, en tout cas dans un même Star Wars. C'est-à-dire que soit on nous propose en général le 4, 5, 6 avec de l'aventure pure, et c'est génial, tout ça, j'en dis pas, hein, mais voilà, on est vraiment dans de la pure aventure, avec aussi un drame familial en toile de fond. Et dans l'épisode 1 et 2, on a un axe purement politique, on va dire ça comme ça, avec aussi une histoire d'amour, mais qui à mon sens n'est pas assez développée. Là, dans l'épisode 3, on a scène d'action à la 4, 5, 6, et on a aussi drame psychologique, avec en plus le contexte politique. Et le mec, il a tout réuni en un film. C'est des fois à se demander si l'épisode 3, c'est pas justement l'œuvre de sa vie. C'est pas ce film-là qui est l'œuvre de sa vie, plus que la saga Star Wars. On dirait qu'il a tout mis là-dedans. Il a mis toutes ses tripes, il a mis tout ce qu'il avait envie de mettre dans cet épisode. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fait pour moi office de film somme en fait de l'univers de Lucas. Donc oui, Ian McDiarmid est exceptionnel. On a vraiment l'impression du diable en personne. Et Ian McDiarmid le joue extrêmement bien, que ce soit en plan large, gros plan, la manipulation mentale qu'il exerce sur Anakin, elle est mais superbement retranscrite par cet acteur anglais qui est mais phénoménal. Donc bravo à Ian McDiarmid et merci surtout pour ton commentaire et nous avoir rappelé que Ian McDiarmid est exceptionnel dans ce film. Alors pour les critiques positives, on finit par Wiz Chewie TV qui nous dit des scènes marquantes, Anakin au Conseil Jedi et Padmé chez elle face à la vitre avec la musique qui se lance des frissons, Lord 66, Anakin versus Obi-Wan surtout, le discours avant et après le combat obligé de pleurer, le montage alterné entre la naissance de Luke et Leia avant la naissance de Dark Vador, l'une des meilleures scènes d'ouverture d'un Star Wars. Je vais retenir deux choses de ton commentaire, le montage alterné déjà, premièrement, une fois de plus le paradoxe, une fois de plus la contradiction dans les termes, mais alors c'est fait avec un tel brio, avec une telle audace et peut-être même, j'oserais dire, avec une telle provocation. Parce que c'est vrai que c'est quand même culotté de nous montrer trois naissances et qui sont unies par des liens familiaux, mais au destin totalement différent. D'un côté, tu vas avoir le pire méchant de l'histoire du cinéma et de l'autre côté, tu vas avoir un des héros les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, à savoir Luke Skywalker avec, en second plan un petit peu, sa sœur Leia. Et ça, c'est génial parce que ça complique tous les sentiments, toutes les émotions que les spectateurs peuvent avoir à la fin de ce film, où déjà il s'en est pris plein la gueule pendant 2 heures émotionnellement. Et là, Lucas en rajoute une couche. Et il nous dit, voilà, je vais tout brouiller dans vos têtes. Et qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est-à-dire, est-ce que vous allez ressentir un kiff absolu parce que Dark Vador s'éveille à la vie, mais en même temps, il y a Luke et Leia qui arrivent aussi dans l'instant-là. Et en même temps, Padmé doit mourir. Il y a tout un enchaînement d'émotions qui se passe là dans la tête du spectateur parce que Lucas l'a voulu comme ça. C'est-à-dire que Lucas a dit, voilà, moi je vais vous blinder ça en termes d'émotions. Et peu importe même, j'ai envie de te dire, voilà, c'est le côté fanboy qui parle, peut-être peu importe que tu vois même pas forcément plus Dark Vador que ça. L'important n'était pas là, l'important n'était pas que tu vois Dark Vador en action. L'important est peut-être que tu vois sa naissance en même temps que la naissance de ses 2 enfants qui sont dans un parcours de personnages totalement à l'opposé l'un de l'autre. Je trouve ça fabuleux. Tu parles aussi de Lord 66, c'est formidable, cette idée de clone de la République qui se retourne contre les Jedi. Pour moi, c'était totalement inattendu, je ne le voyais pas venir. Ça a plu quand même à une majorité de gens. Et très franchement, c'est une idée de génie, une fois de plus, une manipulation de la part de George Lucas. Est-ce qu'on peut se demander que George Lucas n'est pas un peu Palpatine? La question reste quand même à se poser.
Et puis aussi, tu parles de cette fameuse scène inédite dans un Star Wars, quand Padmé et Anakin semblent se regarder à travers la vitre et que tu entends cette espèce de musique de John Williams, mais alors qui accentue la tragédie, qui est complètement dingue, où toi-même, en tant que spectateur, tu as de la peine pour Anakin, tu te demandes ce qui va se passer, tu es dans un flou total, tu sais, oui, qui va faire le mal, mais comment et pourquoi Padmé est là-dedans? Bref, la tragédie est en place, grâce à cette musique de John Williams, super sombre, incroyablement, mais efficace, et ce plan de Padmé et Anakin, qui semblent se regarder, qui semblent communiquer, mais qui en même temps sont dans une incompréhension totale. Alors maintenant, on aborde quelques critiques négatives parce qu'il y en a, oui. Et on commence par Tsar Bombel qui nous dit « L'épisode de la prélogie qui m'a déçu ». Autant le second m'avait bien hypé au cinéma parce qu'il avait lancé plein de choses, autant ce dernier m'a laissé sur ma faim. Toute la partie avec Kenobi et Grievous me fait un effet de remplissage. Honnêtement, la guerre des clones, j'en ai jamais rien eu à foutre. Obi-Wan qui sert un peu à rien à part allonger le film, c'était déjà le cas dans l'attaque des clones, mais ici c'est encore plus marqué. On aurait préféré se concentrer davantage sur Vador, autant son passage du côté obscur n'est pas trop rapide, contrairement à ce que d'autres disent, autant tout ce qui suit est complètement rushé. On nous avait dit que Vador avait traqué et assassiné les Jedi, alors que finalement ce sont les clones qui s'en chargent, en ce qui semble être une petite après-midi. Autant la scène de transformation en machine d'Anakin est réussie, autant le voir en costume tient du caméo, même dans Rogue One, on en voit plus. Alors c'est vrai que sur Vador, c'est ce que je disais juste avant, bon moi je vais défendre peut-être le côté qu'on voit pas plus Vador que ça, parce que je pense que l'important n'était pas là, je pense que George Lucas s'en foutait de montrer Vador en action, puisqu'il le montre dans le 4, 5, 6. Et c'est vrai que la frustration naît un peu de ça aussi par rapport aux déceptions du film, c'est-à-dire qu'on dit ah mais j'aurais voulu voir Vador et tout ça. Par rapport à ce que tu dis, c'est pas faux, le fait qu'on nous raconte que c'est Vador qui a traqué les Jedi, mais on le voit quand même, parce qu'on voit non pas Vador mais Anakin, mais c'est quand même Vador, puisqu'au moment où il rentre dans le temple et il défonce tous les Jedi, même voire des enfants, il n'est plus Anakin, il n'a pas, oui, sa tenue de Vador, mais il n'est plus Anakin, il a été nommé par Palpatine en tant que Dark Vador. Donc pour moi, George Lucas a respecté ce truc-là. Alors oui, tu ne vois pas Vador, je sais pas moi, comme dans un jeu vidéo, en train de traquer plein de Jedi et de les tuer, mais tu le vois Anakin le faire quand même dans l'épisode 3, donc c'est important. Obi-Wan qui fait du remplissage, oui et non. Obi-Wan évidemment a sa grande importance, mais peut-être que moi ce que je reprocherais à ce film, c'est toute la séquence effectivement sur Utapo, où il déboule avec son animal et tout ça. Son combat contre Grievous, qui est à mon avis, oui, pas anecdotique, parce qu'il est bien retranscrit en termes de scène d'action, et moi je trouve ça quand même assez fort, mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est peut-être que cette séquence-là n'est pas, elle n'est pas forcément très passionnante. Tu as plus envie de te focaliser sur Anakin, sur Padmé, sur tout ce qui se trame, en fait, dans la République. Mais après, cette scène aussi a son importance parce qu'il va y avoir l'Ordre 66, parce que Obi-Wan va être témoin de ce truc-là, donc ça va être... C'est un peu compliqué. Je suis un peu mitigé, moi, sur cette partie. Toi, tu es plus en mode j'aime pas, mais je trouve que quand même, l'épisode avec Obi-Wan, même si ça peut faire office de remplissage, moi, je préfère beaucoup plus comment Obi-Wan est traité dans cet épisode 3 que par exemple dans l'épisode 2 quand il enquête et tout ça. Moi ça me saoule, voilà, moi ça c'est des séquences que je n'aime pas du tout, et je trouve que voilà, là pour le coup pour moi ça fait office de remplissage, là un peu moins. Ensuite après il y a Alexandre le Chevalier Jedi qui nous dit salut Tom, voici ma critique sur la revanche des Sith. Effectivement je trouve que c'est le meilleur de la prélogie, mais il n'est pas sans défaut. Tout d'abord je trouve que le rôle de Palpatine est assez mal exploité, on se contente de nous le présenter comme le confident et l'ami d'Anakin, mais son rôle de méchant n'est mis en avant que dans la dernière partie. Je veux dire que j'aurais bien aimé qu'on le voit se battre contre Obi-Wan. Alors là, j'avoue que je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire, le rôle de Palpatine, pour moi, on le voit, son ombre pèse sur tout le film depuis le début. À partir de la mission de sauvetage qu'on voit au début, qu'il a lui-même organisé, où il est dans les mains de Grievous et tout ça. Et même s'il y a des scènes où on va pas le voir, tu sens la menace au-dessus tout le temps, tu sens que Palpatine plane au-dessus de tout ça, quoi. Et qu'il est en train de tous leur faire à l'envers, en gros. Et
c'est là où moi je te rejoins pas. Si oui, peut-être qu'on aurait voulu le voir se battre contre Obi-Wan ou etc. Mais moi je trouve qu'on en voit déjà assez comme ça. Il se bat quand même contre je ne sais combien de Jedi dans la salle du conseil, contre Mace Windu, après contre Yoda. Sidious, on le voit énormément et on le voit même se battre. Et je dirais que c'est peut-être pas forcément les séquences les plus réussies. Alors là, je parle d'un point de vue formel, quoi. Je trouve que là, la direction d'acteur est un peu approximative. Je suis pas très fan du jeu de Ian McDiarmid, justement, quand il s'agit de se battre. Il est un peu en mode comme ça un peu. Je sais pas, je suis pas très fan, et notamment même une scène où il se fait défoncer par Mace Windu et tout ça, mais je pense qu'on va en reparler parce qu'il y a d'autres critiques négatives par rapport à ça. Et là, je suis un peu moins fan de la direction d'acteur, mais je préfère quand il dirige Ian McDiarmid en mode hyper manipulateur. C'est là où je trouve que le personnage excelle, l'acteur aussi, évidemment, excelle. Alors on continue avec Stéphane de Prato qui nous dit: certains événements que l'on attendait tous tombent à plat, comme la naissance de Dark Vador, dont le nom semble venir tout droit d'une pochette surprise. Alors, je suis d'accord, oui et non, c'est vrai. Il y a du vrai dans ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait que Palpatine, la double, lui dise à un moment donné, voilà, tu seras Dark Vador, on se dit, oui, mais d'où tu tiens ce nom? Alors en même temps, il va pas non plus nous expliquer, je sais pas, pendant 3 heures, pourquoi Dark Vador et pourquoi pas Dark machin et pourquoi pas Dark je ne sais quoi. Dark Vador, c'est Dark Vador. Mais c'est vrai qu'en même temps, on aurait envie aussi d'explications par rapport à toute la légende des Sith et le choix de ce nom. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. On nous explique quand même dans le film, on nous parle de Dark Plagueis, on nous parle de toute la lignée des Sith, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus savoir d'où vient ce nom, Dark Vador, un nom que tout le monde connaît, qui est resté gravé dans l'histoire du cinéma et dans l'inconscient collectif. Mais bon, c'est vrai qu'il a choisi de ne pas en dire plus que ça. Et à la limite, pourquoi pas aussi, ça préserve un certain mystère. 14 Movie Music qui nous dit: le passage du côté obscur d'Anakin, ou plutôt sa soumission à Palpatine, un peu trop brusque et définitive, alors qu'il a bien conscience que ce qu'il fait est mal. Oui, mais alors c'est justement là qui pour moi est la force justement de la revanche des Sith, et à la limite même de toute la prélo, c'est que le personnage d'Anakin est dans un dilemme permanent. Il sait, oui, qu'il fait le mal, mais il ne peut pas s'empêcher de se soumettre justement à Palpatine, du fait qu'il est tiraillé entre le fait quand même de sauver Padmé, et c'est là où Lucas est assez malin, c'est-à-dire qu'il nous dit, en gros, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est convaincu que le fait de sauver sa femme, c'est-à-dire l'être qu'il chérit le plus au monde, passera par Palpatine. Donc c'est vrai que George Lucas joue avec ça, et disons que la façon dont Anakin se soumet à Palpatine peut-être est un petit peu rapide, quoique je pense que quand même ça fait longtemps qu'on a compris que Anakin se range de plus en plus du côté de Palpatine, pardon, et on sent bien d'ailleurs que dès l'épisode 1, voire l'épisode 2, on sent bien que Palpatine de toute façon a une emprise sur lui, emprise qui va atteindre un point culminant dans cet épisode 3. Donc, est-ce que ça arrive vite? Moi, je trouve pas. Si tu prends tout le passé, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'épisode 1 et l'épisode 2, finalement, je trouve que tout ça s'enchaîne de façon plutôt logique et rapide, je trouve pas. Et il y a d'ailleurs plusieurs scènes qui nous montrent que Palpatine use de sa force psychologique pour le manipuler totalement au sein du même film, c'est-à-dire dans La Revanche des Sith. Donc, on voit quand même ce cheminement. Donc il y a du pour et du contre, je suis d'accord et en même temps pas trop d'accord, voilà, sur cette question-là. Alors on finit par la dernière critique négative de La Revanche des Sith, et elle nous vient de Full Metal Links, qui nous dit: le jeu d'acteur de Hayden Christensen meilleur que dans l'épisode 2, mais très perfectible. On y croit moyen par moment, même si l'esthétique de son personnage s'est grandement améliorée. Pareil pour l'Empereur avec son aucune limite à mon pouvoir, qui est un petit peu trop surjoué, et à la fin Dark Vador qui marche comme un Playmobil, en criant « Non !» Ça frôle le ridicule, faut bien l'avouer. Alors, plusieurs choses dont je vais être d'accord avec toi, pour le coup. Le jeu d'Hayden Christensen, il est meilleur, oui, que dans les deux autres, mais en le revoyant, je trouve quand même que c'est pas un super acteur. Il a une bonne gueule, il a une gueule qui inspire, si tu veux, la méfiance, l'inquiétude. On sent que c'est un personnage torturé, et ça vient un petit peu du jeu d'Hayden Christensen, mais des fois, oui, c'est surjoué. Mais c'est pas le pire. Et je trouve que là, le pire du bad acting, elle nous vient justement de Ian McDiarmid, que je défendais juste avant, hein, parce que pour moi, il est exceptionnel dans toutes les autres scènes. Mais pour le coup, la direction d'acteur, quand il fait aucune limite à mon pouvoir, ou quand il est là, machin, je sais pas, on dirait que là, d'un seul coup, on bascule dans un truc un petit peu comique, et le contre-champ
sur Mace Windu qui fait non, c'est pas moi le traître, c'est lui le traître. Enfin, je veux dire, là, les dialogues, soit c'est un problème de dialogue qui est franchement pas fameux, soit c'est la direction d'acteur de Lucas là qui merde complètement. Et je trouve que là, effectivement, on est dans un champ contre champ entre Palpatine et Mace Windu qui est catastrophique. Hein. Et ça, je crois que ça fait partie des scènes qui ont été reshootées bien plus tard. Et il y a un réel problème quoi sur cette scène. Je trouve qu'il y a un surjeu. Le fait que l'autre dise c'est pas moi le traître, c'est lui, enfin on dirait qu'on est dans une cour d'école maternelle. Pour moi, c'est extrêmement mal écrit et très mal dirigé. Et heureusement que ça dure pas non plus super longtemps, mais ce qui est quand même un peu chiant, c'est que c'est quand même le point qui va faire que le film bascule. C'est-à-dire que c'est à partir de là, à partir de ce moment super important, que le film prend une tournure dramatique, tragique et tout ce que tu veux. Et ça pose vraiment un problème en ces termes d'acting, de jeu, etc. Et ça, pour moi, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi, il y a un réel surjeu. Et la fin de Dark Vador qui marche comme un Playmobil, alors là, je suis moins d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, alors il est petit, parce que Hayden Christensen, qui avait enfilé le costume, ce n'est pas David Prowse, évidemment, mais on sent effectivement un espèce de mini Dark Vador, si on regarde bien. Moi, ça m'avait pas choqué lors de la première vision du film, parce que j'étais tellement dans le délire et tout ça, que j'avais pas vraiment fait gaffe. Et c'est après, en revoyant le film, que je me suis dit, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu, voilà, il a l'air un petit peu ridicule, quoi. Qui marche comme un Playmobil. Ok, je comprends l'image, mais en même temps, c'est normal aussi, il vient de naître. On sent bien que c'est à moitié une machine, à moitié un homme. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas non plus se lever et faire « Bon, alors voilà, je suis Dark Vador, je marche comme dans l'épisode 4 et ça y est, c'est parti. » Donc pour moi, ça, à la limite, c'est assez justifié. Le « no », tout le monde en a fait tout un plat. Bien évidemment, oui, il y a un côté un peu caricatural là-dedans, c'est-à-dire qu'on a l'impression que George Lucas ne savait pas lui faire quoi dire d'autre à part « no » comme ça, de façon extrêmement cliché, et on avait peut-être envie d'en voir plus, et peut-être plus à la hauteur du personnage de Dark Vador, et je pense pas que dans l'épisode 4, 5, 6, tu vois, enfin, tel que Dark Vador est représenté, il aurait fait un no comme ça, quoi, enfin, je veux dire, voilà. Mais le pire, c'est que George Lucas, il a tellement pris ses critiques à cœur, il l'a remis dans les versions Blu-ray du Retour du Jedi, où je crois que Vador fait un no comme ça, machin. Donc voilà, pour dire un gros fuck aux fans qui n'ont pas aimé le no dans l'épisode 3, et ben hop, je te le remets dans l'épisode 6. C'est ce que je disais un peu au début, hein, c'est que il est capable du pire comme du meilleur niveau dialogue, hein, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, quand il nous sort tout le monde applaudit alors qu'il y a des dictatures en place, etc. Et il est capable de te faire un no comme ça, machin, qui est complètement, voilà, quoi, qui fait un peu, j'ai envie de dire scénariste qui débute dans la profession, quoi. C'est très bizarre, c'est George Lucas, voilà, c'est comme ça, c'est pas un grand scénariste, c'est pas un grand dialoguiste, mais en tout cas, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ton commentaire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Star Wars La Revanche des Sith. Pour pas que la vidéo soit trop longue, malheureusement, j'ai pas pu tous vous sélectionner, hein, vous le savez, c'est le format qui l'impose, mais ne vous inquiétez pas, je referai ce format avec évidemment d'autres films, je sais pas si ce sera une trilo ou un film à part, je sais pas, on verra, mais comme le format vous plaît, on le refera bien entendu. Je vous remercie grandement d'avoir participé, en tout cas depuis le début, à la menace fantôme, à l'attaque des clones et maintenant à la revanche des Sith. C'est un réel plaisir de pouvoir vous citer dans une vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez aussi de la revanche des Sith, hein, pour ceux qui n'ont pas pu participer, même pour ceux qui ont participé, si vous avez envie de recommenter derrière, peut-être encore d'argumenter sur des choses qui vous ont plu ou déplu sur la revanche des Sith, c'est toujours intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez maintenant 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Utip, le lien Tipeee. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.